Voilà, bonsoir à tous. On est très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire du droit. J'attends quelques minutes que tout le monde se connecte parce que vous êtes encore en train d'arriver. Je vois qu'il y a Marie qui s'est connectée, Camille, Pierre-Louis, Selma, Marie, que j'ai corrigé tout à l'heure, si je ne me trompe pas, au demeurant, qui m'a rendu sa copie, Antonio, Nathan, Manon, Sarah, bienvenue à tous. Voilà, donc pour un nouveau webinaire du droit, comme je vous le disais, ce soir, je suis très heureux d'accueillir Maître Lancry, Alexandra Lancry. Bonsoir Ismaël, qui nous fait l'honneur de se connecter ce soir pour vous parler de la profession de notaire, qui est une profession généralement assez mal connue des étudiants quand on démarre les études de droit. Souvent, on a en tête le métier d'avocat, le métier de magistrat, et en dehors de ces métiers, eh bien, souvent on oublie qu'il y en a d'autres, et notamment il y a le métier de notaire, dont donc Alexandra nous parlera. Ce qui est très intéressant parce que Alexandra vous l'expliquera mieux que moi évidemment, mais elle a monté son étude. C'est donc une toute jeune notaire et eh bien, ça va rafraîchir cette profession de voir de nouveaux notaires arriver parce qu'elle peut pâtir parfois d'une image un peu, on va dire, vieillotte, de personnes bien installées déjà, avec quelques habitudes. Et on a besoin de nouvelles études dynamiques, jeunes. Et donc, on va vous expliquer, surtout Alexandra va vous expliquer en quoi devenir notaire au 21e siècle, eh bien, ça a du sens. C'est tout à fait pertinent. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Merci à tous de vous être connectés et de prendre le temps. Donc, je vais essayer de vous présenter le métier de notaire de manière assez simple, avec des mots qui vous parlent, parce que c'est le but. Et puis, bon, alors vous en doutez, on va suivre un petit programme qu'on a établi pour vous. Exact. Mais le but, c'est que voilà, il ne faut pas hésiter à intervenir, à poser des questions, à m'interrompre. Il n'y a aucune difficulté. Justement, si certains se permettent de m'interrompre, c'est qu'ils ont suivi. Donc, n'hésitez pas. Poser des questions. Voilà, le but c'est que ce soit vivant, que ce soit un échange et que on essaye de rendre le Zoom un petit peu plus vivant. Voilà, alors comme le disait Alexandra, on va suivre un petit programme. Je vous propose à peu près le même déroulé que pour les autres webinaires, c'est-à-dire que d'abord, on va s'intéresser à vous, Alexandra, de savoir quel a été votre parcours pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, et puis on parlera ensuite un peu plus, de manière un peu plus, on va dire, générale, de la profession de notaire au 21e siècle. Alors, d'abord, donc, une présentation de vous-même. Déjà, il y a une première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quelle est la formation à suivre pour devenir notaire, en commençant peut-être par le bac. Est-ce qu'il y a des lycéens parmi vous? Non, pas de lycéens? Bon, je vais reprendre quand même au Ouais, bac, ouais, histoire de... j'ai pas de réponse de lycéen. euh, Mais effectivement, alors que vous avez fait quel bac? Alors, personnellement, j'ai Ouais, fait un bac ES. d'accord, J'étais à l'école active bilingue. J'ai fait un bac ES classique avec spécialisation maths. Et puis, je suis ensuite rentrée à l'université Panthéon-Assas en première année de droit. d'accord, Donc, j'y ai effectué toute ma scolarité. En Master 1, nous avons à Assas, en tout cas,
Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les universités, mais à Assas, il existe. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle un Master 1 mention droit notarial, qui permet de se spécialiser un petit peu avant de pouvoir demander le Master 2 droit notarial. Alors, il n'y a pas vraiment de... Le Master 1 n'est pas une vraie spécialisation. Simplement, c'est un master où il y a un petit peu plus de travail que dans les autres parce qu'il y a plus de grosses matières, parce qu'ils essayent de nous faire vraiment quelque chose de très général. Donc, on a, je crois, une matière supplémentaire qui est le droit de la famille en grosse matière en plus que les autres. Et puis sinon, c'est un Master 1 très classique. Voilà, donc université Panthéon-Assas jusqu'au Master 1. Alors ensuite, pour pouvoir être notaire, il faut faire des demandes de Master 2 droit notarial. Et ça, c'est obligatoire. Tout à fait, c'est la seule voie. Alors avant, il existait un concours d'entrée directement à l'école du notariat qui pouvait se faire. Ce concours a été supprimé. Donc, c'est ce qu'on appelait la voie professionnelle, l'accès à la profession de notaire par voie professionnelle qui proposait un concours et une sorte d'équivalence au Master 2 qu'on rattrapait en cours. Mais je ne vous en parle pas parce que cette possibilité a été supprimée il y a très récemment, il y a 1 ou 2 ans à peine. Et donc, il ne nous reste que la voie universitaire. Donc, la voie universitaire, c'est un Master 2 droit notarial. Aucun autre Master 2 ne peut aboutir à la profession de notaire. Donc, c'est Master 2 partout en France. Donc, la sélection se fait. C'est pour ça qu'en général, quand on est en fin de Master 1, quand on fait toutes nos demandes de Master 2, on ne se cantonne pas qu'à Paris, on les demande partout en France. Voilà, pour multiplier ses chances d'être pris. Parce que la sélection est peut-être un petit peu plus sélective que dans d'autres masters. D'accord. Donc on fait vraiment des demandes au niveau de toute la France et en espérant avoir Paris ou celui qu'on souhaite qui soit pas trop loin de chez nous. Voilà. Une fois qu'on a intégré ce Master 2, donc moi j'ai fait mon Master 2 à l'université La Sorbonne, sous la direction du professeur Anne-Marie Leroyer, qui est une très bonne formatrice. Voilà, donc c'est un Master 2 classique. Une fois qu'on obtient ce Master 2, on doit impérativement trouver une étude dans laquelle nous travaillerons à temps plein sous réserve de 1 jour par semaine de cours. Donc, il faut impérativement... L'année du Master 2, c'est 1 heure de cours par semaine. Enfin, c'est une journée de cours. Une fois qu'on est diplômé Master 2, on doit trouver une étude qui nous prend à temps plein. Ah, d'accord. Voilà. Tout à fait. Une fois qu'on a terminé le Master 2, une fois qu'on est diplômé de ce Master 2, on doit trouver une étude. Je précise que c'est vraiment avant de rentrer à l'école du notariat qu'il faut trouver l'étude, parce que sinon, en fait, si on ne trouve pas l'étude, on se retrouve coincé à la dernière semestrialité. Donc, vraiment, l'idéal, c'est de trouver l'étude avant le mois de septembre qui suit qui nous fait rentrer à l'école du notariat. Donc, le septembre d'après le Master 2, on rentre à l'école du notariat, on a notre stage, idéalement. Et là, on est à l'école du notariat 1 jour par semaine et tout le reste du temps en études, travail à temps plein. Et on est ce qu'on appelle notaire stagiaire. Et donc, on commence à être rémunéré. On est rémunéré, tout à fait. On est rémunéré et on n'est pas rémunéré stage, convention de stage. On est rémunéré. Voilà, c'est une vraie rémunération. La convention collective du notariat nous protège beaucoup sur tout ce qui est salaire, il faut le savoir. C'est pas comme dans les autres métiers. Il y a des grilles et on ne peut pas nous payer moins qu'eux. Donc, il y a des grilles à respecter et ils n'ont pas le choix. Mais ça, c'est un point important, je pense, parce que voilà, pour ceux qui veulent entrer dans la vie active relativement vite, il faut savoir, donc au bout de 5 ans d'études, dans le fond, on commence à avoir un vrai pied dans la profession, à avoir une rémunération, tout à fait. avoir une indépendance. C'est énormément. Oui, c'est une vraie rémunération. C'est pas une convention de stage classique. C'est un vrai salaire à la fin du mois.
et c'est un vrai travail à temps plein, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment on a 2 ans à faire à l'école du notariat. Et comme dans tout métier, quand on découvre un métier, ce sont les 2 années les plus intensives, forcément, parce qu'on le découvre, donc on est un peu plus, on se forme. Donc forcément, mais on a le pied à l'étrier, hein, clairement. Et parallèlement donc à ce travail, on a à l'école du notariat des cours qui sont obligatoires, qui sont divisés en 4 semestres sur 2 années, 4 matières différentes et donc 4 examens différents que l'on doit valider, donc par 6 mois. Donc on a 4 matières. On commence avec le droit de la famille. Donc le droit de la famille, ça couvre tout ce qui est régime matrimoniaux et droit des successions. On enchaîne avec le droit de l'immobilier. Donc ça, c'est tout ce qui est urbanisme et construction. On enchaîne avec ce qu'on appelle acte courant. Donc ça, c'est un peu abstrait, mais en réalité, c'est que du droit des obligations. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ouais. Et on termine avec le droit des sociétés. Là, c'est vraiment droit des sociétés classique. Donc, une fois qu'on arrive à la 4e semestrialité, donc idéalement, on a tout validé d'un coup, on a le statut toujours de notaire stagiaire jusqu'au moment où on soutient notre rapport de stage. On a 1 an à compter de la dernière semestrialité pour le soutenir. C'est un rapport de stage qui doit... c'est pas vraiment, on appelle ça rapport de stage, mais c'est pas vraiment un rapport de stage. C'est en fait un dossier sur lequel on va se baser, qu'on a pu rencontrer au cours des 2 années. Et on doit évoquer 2 des matières des semestrialités. Donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi qui nous a intéressés pendant les 2 années. Et on doit présenter ce dossier, présenter comment on l'a traité, présenter les points qui ont pu être soulevés, les points juridiques qui ont pu poser certaines difficultés ou pas, débattre un petit peu et présenter tout ça devant un jury. Et une fois qu'on a soutenu ce rapport de stage, on devient donc notaire assistant. Donc on change de statut à ce moment-là. D'accord. Je précise qu'à chaque fois qu'on valide une semestrialité, le salaire est augmenté. D'accord. Donc, quand je vous dis la convention, et c'est la convention collective du notariat qui impose ce point, en fait. Donc, c'est très protecteur, c'est automatique, en fait. Dès qu'on valide une semestrialité, on est automatiquement augmenté. Et dès qu'on soutient notre rapport de stage et que l'on change de statut, on est automatiquement augmenté en tant que notaire assistant. La convention collective ne permet pas d'être payé moins qu'eux. Donc, on a vraiment des salaires, une grille avec des salaires qui nous protègent beaucoup, beaucoup. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a le statut de notaire assistant, on est diplômé notaire. C'est la même chose. Quand on dit notaire assistant et diplômé notaire, c'est pareil. D'accord. C'est le même statut. On peut rester notaire assistant ad vitam aeternam. Est-ce que c'est la même chose que clerc de notaire ou c'est encore différent? Non, quand on dit clerc de notaire, ce sont des personnes qui n'ont pas fait de droit, qui n'ont pas été à la fac de droit. Et donc, ils sont des sortes de secrétaires de notaire. Secrétaire ou BTS, mais en tout cas qui n'ont pas fait la fac de droit et qui ne sont pas diplômés de la fac de droit. C'est totalement différent. Alors, c'est totalement différent. Je rebondis sur une question d'Eden qu'il a posée il y a quelques minutes. Il voulait savoir si on pouvait intégrer le Master 2 en ayant fait d'autres études que des études de droit, comme par exemple Sciences Po. Il me semble qu'avec Sciences Po, il y a une équivalence, oui, tout à fait. D'accord. Il y a une équivalence avec Sciences Po, mais je ne suis pas certaine que l'équivalence aille directement au Master 2. Je pense qu'il faut automatiquement passer par la phase Master 1. Oui, d'accord. C'est ça. Il faut quand même avoir... Il faut récupérer par le droit. Récupérer par le droit. D'accord. Ouais. Sauf, il y a un directeur de master qui apprécie les profils un petit peu atypiques, mais c'est le seul, concrètement. C'est Michel Grimaldi à Assas. C'est celui qui ne prend que les profils un petit peu atypiques. Mais personnellement, moi, je conseillerais toujours de passer par la phase Master 1 parce que c'est une phase qui est
extrêmement importante. C'est là où on voit vraiment plein de choses. En droit, je parle pour le côté vraiment juridique et formation, c'est une phase qui est très importante, qui n'est pas forcément moins importante que le Master 2. Et je parle plus pour l'avenir. Oui, d'accord, d'accord. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, Alexandra, justement, toujours relatives aux études. Philippine nous dit qu'il y a un master carrière juridique. C'est vrai, tout à fait, hein, c'est carrière Oui, juridique et judiciaire. oui, Donc, effectivement, il doit y avoir aussi certainement une équivalence par ce master, parce que ça fait M1, M2, en fait, on appelle le CJJ. ouais, En tout cas, Sciences Po Paris propose ce CJJ. ouais. Et Gabrielle nous dit que elle est en Master 1 droit des affaires et elle demande s'il faut repasser un Master 1 droit notarial ou s'il est Ah possible non, de non, non, passer non, non, directement. non. Alors, non, non, oui, pour le Master 1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, toutes les universités ne proposent pas forcément de Master 1 spécialisé en droit notarial. Je sais qu'Assas le fait parce que j'étais à Assas et que moi, c'est ce que j'ai suivi. Tous les Master 1 peuvent mener à un Master 2 droit notarial. Hmm, d'accord, Après, voilà, moi, c'était parce que je savais ce que je voulais faire et c'est que ça. mon université le proposait, donc ça me paraissait plutôt cohérent. Mais évidemment, tous les Master 1 peuvent être pris et peuvent mener à un Master 2 droit notarial. Tout à fait. D'accord. Et Julie demande ce qu'elle peut faire après une licence professionnelle du notariat, Oui. puisque le Master Pro n'existe plus. Le Master Pro n'existe plus tout à fait, mais il me semble que les licences, il y a une équivalence pour rejoindre un Master 1. Il n'y aura pas forcément d'autres façons de faire que de passer par la voie C'est ça. équivalence, puis Master 1, puis Master 2, puis l'école. Ouais. Le Master 1 reste en droit, reste quand même la porte Ouais, d'entrée du tout à Master fait. Le 2. Master 1, c'est la porte d'entrée du Master 2. Ouais, c'est ça. Hein. Mm. Euh, d'accord. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro Intervenir, hein, et bien poser sûr. la question par oral. Donc, on en était resté au statut de notaire assistant. Donc, Oui, donc en fait, le statut de notaire assistant, ce que je vous expliquais, c'est que alors, on peut rester notaire assistant toute sa vie. Il faut en avoir conscience. Quand on parle de notaire assistant, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est diplômé notaire, c'est-à-dire qu'on peut accéder à la profession de notaire, mais nous ne sommes pas responsables de nos actes. Nous ne sommes pas signataires de nos actes quand on est notaire assistant. hmm, Donc, on a un statut que moi j'appelle personnellement, parce que c'est mon avis, un petit peu bâtard, parce qu'on est diplômé, mais on n'est pas responsable et donc ce hmm. ne sont pas nos actes. Est-ce que Donc, du coup, ouais. on a toujours besoin de faire contresigner? Ah oui, oui, on ne peut pas faire signer, hein, on n'est pas, on Voilà. peut pas recevoir les clients, hein. On n'est pas censé le faire. Alors Ouais. en pratique, faut pas se voiler la face. Je vais pas vous mentir, en pratique, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des études et des grosses études, on fait recevoir les rendez-vous par les notaires assistants, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah, le notaire arrive et fait signer, et signe l'acte en question. Hmm. C'est pas top, c'est pas bien, mais c'est une réalité. Donc il faut pas, voilà. Donc, mais voilà, le statut de notaire assistant, on est diplômé, on peut accéder à la profession de notaire, mais on n'est pas responsable de nos actes. Donc quelque part, on n'est pas au bout du parcours. Ouais. Et puis, on ne peut pas traiter le dossier de A à Z. On est obligé à chaque fois. On, on s'arrête à un certain moment, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut, on peut pas, sur le principe strict, on ne peut pas recevoir le rendez-vous. Ce qui est quand même assez frustrant. Tout à fait. Bah, c'est pour ça que je trouve que c'est un statut un petit peu bâtard parce qu'on Hmm. est diplômé, on a le même diplôme que les autres, mais on ne peut pas y aller. Donc c'est un petit peu dommage de s'arrêter là. Mais Ouais. en tout cas, je vous le dis quand même, parce que c'est un choix quelque part. Pour avoir discuté avec beaucoup de personnes et beaucoup de collaborateurs, il y en a qui ne veulent pas être responsables de leurs actes, hein. Donc voilà, il y en a qui veulent rester notaire assistant. Donc on C'est peut un choix rester notaire assistant, c'est un choix de vie et c'est un choix de peut-être de stress ou d'autres choses. Hmm. En tout cas, si on continue par rapport à l'évolution, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le statut de notaire salarié. Alors, je m'explique. Le statut de notaire salarié se distingue du statut de notaire associé. Le statut de notaire salarié permet de recevoir les actes.
C'est-à-dire que, moi, je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, je suis passée, avant d'être notaire associé et de fonder mon étude, je suis passée notaire salarié il y a à peu près 5-6 ans parce que l'étude dans laquelle j'étais m'a fait confiance et s'est dit, bon, m'a dit, voilà, Alexandra, vous êtes prête à passer notaire salarié. Donc, ça veut dire que mes actes, c'est mon nom en tête d'acte, donc c'est Maître Alexandra Lancry, notaire salarié au sein de telle étude, d'accord? Et ça implique que c'est toujours une question de responsabilité, hein. Donc, c'est la responsabilité civile de l'étude, mais c'est la responsabilité pénale du notaire qui signe, donc la mienne, en tant que notaire salarié. C'est un statut qui se distingue du statut de notaire associé. La seule différence, c'est que on est signataire, on est responsable, mais on n'a aucune part dans la structure. Ouais. D'accord. On n'a pas de part. Donc, concrètement, on ne s'occupe que de la gestion et de la responsabilité de nos actes dans le cadre de nos dossiers. On n'a aucune part dans la structure, donc on ne gère pas quoi que ce soit d'autre. Oui, donc ça reste quand même incomplet. C'est incomplet, tout à fait. C'est l'étape d'après. Voilà. Mais pour passer notaire salarié, il faut quand même il faut avoir un petit peu d'expérience. Il faut que l'étude nous fasse confiance parce que ça reste la responsabilité de l'étude qui est engagée en cas de souci dans l'acte. Et voilà. Donc, c'est l'étape un petit peu d'après à laquelle on peut accéder. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais je ne vais pas vous mentir, en pratique, c'est quand même très rare qu'on nous propose de passer et de s'associer sans passer par cette étape. C'est une étape qui est très importante. Le statut de notaire salarié, c'est un statut qui est important parce que ça nous permet d'avoir une certaine responsabilité, de prendre conscience. C'est progressif, ça nous fait prendre conscience de la réception des rendez-vous clients, de la gestion, ça nous donne beaucoup plus de confiance même en soi, parce que c'est très important dans ce métier. On ne peut pas arriver en rendez-vous tout tremblant à ne pas savoir répondre aux clients, c'est pas possible. On reste officier public ministériel, on doit être capable et on doit être en mesure de réagir face à des clients, tout simplement. Et voilà, et en pratique, l'étape notaire salarié n'est pas obligatoire, mais j'ai jamais vu une personne s'associer avant de passer notaire salarié. Alors, c'est parfait parce que vous venez de répondre à Sarah qui se demandait si c'était obligatoire de passer par la case notaire salarié avant d'être associé. Donc, on a compris que ça n'était pas obligatoire, mais vivement recommandé. Si ce n'est. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et d'autres questions qui nous sont arrivées depuis, alors je ne sais pas, Gilles peut-être, ou Christian, enfin Gilles Christ, qui est en reprise d'études après 30 ans j'imagine, d'interruption. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui intégraient des M1 sur le tard, j'ai envie de dire, en reprise d'études, ou est-ce que... Oui. Oui. Dans l'étude dans laquelle j'étais notaire salarié, il y a une personne qui est une collaboratrice qui exemple typique, qui avait fait toute sa fac de droit, qui avait fait sa licence, il me semble, qui avait été jusqu'à la 3e année de droit et qui, pour des raisons personnelles et familiales, avait un petit peu lâché et qui, du coup, exerçait à l'étude en tant que collaboratrice et en tant qu'assistante. Et puis, un jour, elle en a eu marre parce que en pratique, je vais vous parler très concrètement, la différence n'est que moindre parce qu'elle faisait le même travail qu'un notaire assistant, en réalité. Alors, le même travail, peut-être pas en termes juridiques, c'est totalement faux de dire ça parce qu'on ne peut pas, quand on n'a pas de formation juridique complète, j'estime qu'on ne peut pas faire le même travail. On n'a pas le même regard sur les choses, quoi qu'il arrive. Mais en termes de rémunération, en tout cas, forcément, on paye beaucoup moins une assistante qu'un notaire assistant. Donc, j'ai envie de dire, pour des patrons, c'est tout bénef, quelque part. Et elle en a eu marre.
et elle a repris ses études et elle a été diplômée notaire l'année dernière. Donc, rien n'est impossible, Donc, ça mais se fait. après, voilà, tout à fait. Il faut juste s'accrocher peut-être un peu plus parce que quand on lâche, c'est toujours un peu plus difficile de se remettre dans tout ce qui est un petit peu scolaire, Ouais, mais en tout sûr, ouais. cas, il n'y a rien d'impossible. Et alors, Lisa se demande, puisque quand on est notaire assistant, on ne peut pas assister aux réunions avec le client, est-ce que cela signifie qu'il n'y a aucun contact relationnel avec le client? Est-ce qu'on est en fait uniquement en back-office en quelque sorte? Alors après, ça dépend, chacun sa vision. Back-office, peut-être pas, parce qu'on fait quand même le. En fait, on fait tout le suivi du dossier. C'est-à-dire qu'on a le contact client, on a le client au téléphone, dans Hmm. n'importe quel type de dossier. Mais par contre, sur le principe, quand on arrive au vrai moment où tout le monde est content, tout le monde vient signer, parce qu'il faut quand même ajouter un petit peu de pratique à tout ça. Pendant le cours du dossier, on ressent parfois toutes les tensions que peuvent avoir les gens, que peuvent rencontrer certaines personnes, parce qu'ils peuvent être stressés, ils ont envie de signer rapidement. Ce sont des actes qui sont assez importants pour eux. Et puis finalement, le jour où ils sont contents de venir signer, ben, on ne peut pas être là. Ouais. Oui, Donc d'accord. c'est très frustrant. Après, bien évidemment, on peut les avoir au téléphone pendant le cours du dossier. Il n'y a aucun sujet. On n'est pas coupé des clients. Mais bon, c'est pas, on va pas au bout du process. Et comme je le disais, en pratique, il y a certaines grosses études qui font recevoir les actes par les notaires assistants. Par contre, pour la signature, ils sont obligés en fin de rendez-vous d'appeler le notaire pour que le notaire vienne recueillir les signatures des Ouais. personnes qui sont au rendez-vous. En pratique, beaucoup d'études font comme ça. C'est pas ce qu'ils devraient faire, mais c'est une réalité. D'accord. Et Pierre-Louis demande si passer de notaire assistant à notaire salarié est uniquement une décision de l'étude ou est-ce qu'il y a un examen? Non, il n'y a aucun examen. C'est une décision qui est vraiment une décision de l'étude. Tous les associés de l'étude doivent valider cette décision et être d'accord. Donc, il y a un vrai process parce que c'est la responsabilité civile de l'étude. Donc, il faut que tous les associés aient confiance à minima en la personne qui sera notaire salarié. Hmm, hmm, d'accord. Euh, je déroule les questions à flux. Ça y est, c'est parti. Nathan qui nous demande, mais peut-être que la question de Nathan, on y répondra tout à l'heure. Comment se passe l'insertion professionnelle une fois qu'on a obtenu le diplôme? Est-ce qu'il y a, je pense que derrière la question de Nathan, c'est de savoir s'il y a du chômage ou si, au contraire, le marché est plutôt prospère. Mais ça fait partie des questions que je voulais aborder avec vous, Alexandra, dans la deuxième partie de la réunion. Donc, on y Ok, reviendra. ok. Julie demande comment avoir un stage dans une étude notariale quand on est seulement en deuxième année. Euh, on peut parler effectivement peut-être des stages d'études. Ça faisait partie des questions que je voulais aborder dans cette Bien première sûr. partie. Et effectivement, est-ce que ça se passe comme dans les cabinets d'avocats ou est-ce Comme que... dans n'importe quel cabinet d'avocats, je peux vous le dire, je reçois des dizaines de candidatures par jour et peu importe, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a aucune règle. Donc il faut envoyer plein de CV. Il faut envoyer plein de CV et c'est vrai que en général, en tout cas dans les études, on aime bien les stagiaires. Donc on n'est jamais C'est ça, contre voilà. prendre des Et stagiaires, vous, peu importe. votre étude fonctionne avec des stagiaires. Ah oui, moi j'aime bien les stagiaires. Vous aimez bien les J'aime bien stagiaires. j'aime bien quand ils restent longtemps aussi, mais parce que Ouais. je les aime, j'aime bien les former. Donc j'aime bien. C'est vrai que sur un mois, par exemple, c'est court. On ne se rend pas forcément compte des choses, mais oui, moi je prends des stagiaires, clairement. Si ceux qui nous écoutent étaient intéressés, ils pourraient nous envoyer leur CV qu'on vous transmettrait. Ils peuvent, ouais, tout à fait. Mm. Bon, bah, donc avis à bon entendeur. Euh, Mona qui nous demande quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de notaire. C'est une très bonne question. Mm. C'est une très bonne question. Les qualités requises pour exercer le métier de notaire, la première, ce serait le juridique. Je pense qu'il faut être bon juridiquement, donc il faut vraiment se former jusqu'au bout Mm. et rien lâcher, parce que c'est une qualité qui est très importante. Il faut rien négliger. Il faut être rigoureux.
très rigoureux. Et pour l'aspect un peu plus pratique, parce que je pense que c'est important, il faut être réactif. Il faut utiliser sa jeunesse et les outils qu'on nous a mis à disposition, c'est-à-dire nos téléphones qu'on a dans nos mains dès le plus jeune âge, à bon escient, parce que il faut qu'on soit réactif, il faut répondre aux mails, il faut essayer de répondre dans la journée, même si c'est je reviens vers vous la semaine prochaine, ça rassure les gens. Oui. Et il ne faut Non. pas oublier l'aspect, je pense, qu'on ne nous apprend pas suffisamment, qui est l'aspect commercial. Parce que ça reste. Alors, on a le statut d'officier public ministériel. C'est un très, très beau statut parce que ça nous rend indispensables, en France en tout cas. C'est une réalité. Les gens ont besoin de nous sur tous les plans de leur vie. On y reviendra, je pense, en deuxième partie, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné dans la vie de quelqu'un, tout le monde vend, tout le monde achète, tout le monde se marie, tout le monde se pacte, tout le monde meurt, tout le monde donne. Donc, et ce sont des actes pour lesquels uniquement le notaire est compétent. Il y a un monopole à ce niveau-là. Donc, ça nous rend indispensables à 100%. Pour autant, il ne faut pas négliger l'aspect commercial et il ne faut pas négliger les clients. Oui. C'est pas parce qu'on a un monopole qu'on ne peut pas se faire dessaisir d'un dossier et qu'on ne peut pas avoir une mauvaise réputation très vite. Le notariat est un petit monde, tout le monde se connaît. La réputation va très vite. C'est pas comme les avocats, on n'est pas autant. Je connais au moins de nom tous les notaires parisiens. D'accord. C'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte du petit milieu. Donc voilà, ce sont des qualités un peu classiques, mais je pense que la partie commerciale n'est pas à négliger. Ce qui n'est pas forcément la première idée à laquelle on pense effectivement, parce que parce qu'on n'est pas formé pour. Parce qu'on est formé juridiquement. C'est ça. Et puis mais le monopole, à côté de ça, ça va couler de source, mais ce n'est pas le cas. Il faut sensibiliser, je pense, les futurs notaires et les futurs collaborateurs disons, avoir un intérêt à bosser, qu'on se parle clairement, et il faut aussi leur apprendre la fibre commerciale. Et quand je dis fibre commerciale, c'est il faut aller chercher des dossiers, il faut aller les chercher. Le but n'est pas d'attendre que le client appelle. Alors oui, le client appelle, on a un monopole. Qu'on soit clair, c'est une réalité. Le client appelle tout seul. On pourrait attendre. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même de développer une étude, d'apporter quelque chose à la profession et d'aller chercher des dossiers, d'essayer de faire au moins la différence et de faire évoluer le métier dans le bon sens. Je poursuis la liste des questions. Sarah demande combien de temps s'écoule entre le moment où on devient notaire assistant et notaire salarié en moyenne. Enfin, combien de temps reste-t-on notaire assistant donc en moyenne? Il y a aucune règle. On peut, encore une fois, rester tout le temps notaire assistant. La moyenne d'âge, entre guillemets, c'est passer notaire salarié. La moyenne d'âge, hein, vraiment, entre elle est, je sais pas, je dirais 35 ans, on peut y aller. Ça ne veut pas dire que ça va être 35 ans. On m'a proposé d'être notaire salarié, j'en avais 27. Donc, ça montre bien qu'une fois qu'on fait ses preuves, on peut tout avoir. Et il faut bien se rendre compte que quand on passe notaire salarié, on décharge totalement un notaire associé. Donc, quand on fait ses preuves, qu'on travaille et que le travail est reconnu, ils ont tout intérêt à nous passer notaire salarié parce que ça les décharge énormément. Donc, pour devenir notaire salarié. Mais il n'y a pas de laps de temps. On pourrait, sur le principe, on pourrait passer notaire salarié le jour où on est diplômé notaire assistant. Donc, il faut savoir se rendre indispensable et Tout à fait. confiance. Tout à fait.
Pierre-Louis qui nous demande si le choix de futur métier étant difficile, qu'est-ce qui vous a fait pencher pour le notariat dès la L3? Alors ça, c'est une question que je voulais vous poser aussi, Alexandra. Effectivement, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être notaire? Ou est-ce qu'au cours de vos études, vous êtes intéressé à cette profession que vous ignoriez au démarrage? Alors moi, j'ai fait un choix non pas par métier, j'ai fait un choix par matière, personnellement. C'est-à-dire que moi, initialement, j'étais inscrite en Master 1 droit des affaires parce que je m'étais inscrite un peu automatiquement. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs Master 1 avec plusieurs spécialités, j'ai tout simplement imprimé les sortes de programmes qui nous remettent avec la liste des matières. Et j'ai voulu aller vers ce que j'estimais être le plus complet et le plus généraliste. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, allons-y, Master 1 droit notarial. Parce que je me suis dit, de toute façon, même en faisant un Master 1 droit notarial, concrètement, je peux accéder à tous les Master 2. Ça n'enlève pas de matière, ça ne fait qu'en rajouter. Donc, moi, j'ai raisonné un petit peu comme ça. J'ai découvert en Master 1 toute la partie droit de la famille, c'est-à-dire régime matrimoniaux et succession. La fiscalité aussi qui était beaucoup plus poussée qu'en licence. J'ai adoré. Donc le Master 1 droit notarial était pour moi hyper complet. Donc je me suis dit, bah, allez, on tente. Et puis ça a bien marché et je n'ai pas du tout regretté parce que franchement, les matières du Master 2 sont totalement similaires. Et ce que j'aime et ce que j'ai bien aimé aussi à l'école du notariat et dans toutes les matières qu'on aborde, c'est qu'en fait, c'est un métier qui est très complet. On ne se rend pas forcément compte, mais il faut être bon partout. Il faut être bon partout. C'est-à-dire que ça ne nous laisse pas trop de choix. C'est un métier qui est très généraliste. Quand on fait du droit de la famille, bah, on est obligé de faire des régimes matrimoniaux, des successions. Sauf que bah, quand on fait de l'immobilier, on est obligé de faire aussi du droit de l'urbanisme, du droit de la construction. Mais faire de l'immobilier, c'est avant tout faire du droit des obligations et du droit des contrats. On ne peut pas faire sans. Clairement, c'est le droit des obligations, c'est le pilier et c'est la base de tout. Donc voilà. Et à côté de ça, on a aussi une spécialité en droit des sociétés. Donc, on doit aussi maîtriser tout l'aspect droit des sociétés. Donc, c'est extrêmement, moi, je trouve ça hyper complet. C'est un métier qui est très complet. On est véritablement le civiliste à l'état pur, quoi. Vraiment celui qui fait droit civil dans tous ses aspects. On peut avoir un peu de droit, avec le droit de l'urbanisme, parfois, on peut avoir un peu de droit public, mais très peu. Oui, d'accord. Alors, Gloria pose une question. Quel cursus choisir à l'issue d'un bac plus 2? Donc ça, bon, on a vu, Gloria, hein, que jusqu'au M1, dans le fond, on peut suivre une filière généraliste et ensuite, on embrasse un M2. On postule pour entrer dans un M2 spécialisé en droit notarial. Nathan qui demande en termes de sélection au master notarial, quels sont les critères attendus ou favorables notamment sur le dossier de la licence? Alors, vous connaissez ces critères ouais, alors, enfin, moi, je sais que, alors, c'est pas forcément sur la licence, on va regarder jusqu'au Master 1. Donc, c'est licence et Master 1, vu que la sélection, elle se fait après le Master 1. Moi, à mon époque, en tout cas, on m'avait indiqué, alors vrai ou pas, j'en sais rien, mais c'était l'objectif que je m'étais fixé, c'était qu'il fallait avoir eu 2 mentions quelque part. 2 mentions moi je l'avais visé en 3e année en Master 1, donc c'était les années les plus un peu charnières, donc c'était les plus importantes. Moi, c'est ce qui m'avait été indiqué. Vrai ou pas, j'en sais rien. Je pense que c'est toujours mieux parce que ça permet de faire un tri. Après, je sais que pour les parcours un petit peu atypiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque directeur de master a ses critères. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que vraiment,
Parfois, il y a aussi le critère un peu humain. Après, forcément, je pense que ça aide d'avoir eu quand même une ou deux mentions quelque part dans le dossier qui se balade parce que ça permet de faire un premier tri, j'imagine. Bien sûr. Mais après, c'est pas une obligation, hein. Moi, ce sont des choses qui m'avaient à l'époque été rapportées. Après, vrai ou pas, j'en sais rien. En tout cas, chaque directeur de master a un peu ses sensibilités et son côté humain aussi à pas négliger. Et il y en a qui n'aiment que les parcours atypiques. Mhm. Il y en a qui font énormément attention aussi à la parité, qui veulent vraiment respecter la parité homme-femme et autant de personnes. Voilà, s'il y a 30 personnes dans leur master, ce sera clairement 15 filles, 15 garçons. Et ce sera pas, et peu importe les résultats. Mhm. Je sais qu'à D'accord. Assas, par exemple, c'est comme ça. Ok, très bien. Et question suivante, Julie qui demande la différence entre un collaborateur de notaire et notaire associé. Alors, un notaire associé, c'est une personne qui va avoir des parts dans la structure. Voilà. C'est Alors que une personne le collaborateur, il est juste collaborateur. Il n'est pas, il a rien. Il a pas de part dans la structure. C'est pas son étude. C'est une personne qui travaille pour cette étude, qui a un contrat de travail classique, CDD, CDI, en fonction. d'accord, Mais c'est pas son étude. c'est pas son étude, c'est ça la différence. Ouais. Tout à fait. Dans le fond, bah, c'est comme dans les cabinets d'avocats à cet égard en tout cas. Oui. Alors là, on a plusieurs questions auxquelles on va pouvoir, je pense, enfin, on va pouvoir traiter ensemble. Marie, d'abord, qui demande ce qui vous plaît dans ce métier. Donc ça, c'est évidemment un point qu'on allait aborder. Comment s'organise une étude pour compléter la question de Marie, moi, je voulais vous demander comment vous avez décidé de sauter le grand pas entre bah, cette fois donc, notaire salarié à... Est-ce que vous avez été notaire associé de votre étude avant de fonder votre propre étude? Non, vous êtes passé de notaire salarié et vous avez Non. décidé de fonder votre étude. Donc ça, comment, voilà, vous avez franchi le pas. Et puis Ismaël qui demande en quoi consiste une journée type euh, Ok. dans votre étude. Alors, je vais commencer par peut-être comment j'ai fondé l'étude. Oui, Euh, alors, donc j'étais notaire, moi, salarié avant d'être notaire associé. Élément assez important, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait ou pas, c'est que quand on veut être notaire, c'est pas comme un avocat, dans le sens où on ne peut pas, parce qu'on est diplômé notaire, poser notre plaque comme un avocat le ferait où on veut dans Paris. C'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça, hein. Ça passe obligatoirement par un rachat de clientèle. On a un numerus clausus avec un nombre d'études fixé par l'État. On est officier public ministériel, on ne dépend que de l'État. Il faut toujours l'avoir en tête. oui, Et donc, on peut pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est à notre bon vouloir. Pour mon parcours à moi, spécifiquement, il existait jusqu'à il y a à peu près un an un concours qui était accessible à tous les notaires de France. Et chaque année, il y avait une liste de nombre d'études qui devaient être créées et en fonction de la nécessité. Donc, il y avait une cartographie de la France qui était étudiée, et puis on disait, voilà, à tel endroit, il manque une étude, à tel endroit, il manque une étude, et puis on faisait la liste, et puis on faisait passer un concours, et puis le premier choisissait la zone qu'il préférait sur la liste qui avait été remise. C'est un concours qui était a priori assez difficile. Et moi, j'ai travaillé ce concours pendant les 2 ans d'école du notariat en mhm, parallèle. J'ai travaillé ce concours et puis j'ai été diplômée au mois d'octobre. Il fallait s'inscrire avant le 31 octobre. J'ai été diplômée le 4, je me suis inscrite et puis on m'a fait un joli mail en me disant on est désolé, mais Monsieur Macron a supprimé le concours et a décidé de faire à la place de ce concours un tirage au sort. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un clic et puis c'est la loterie. Donc tous ceux qui cliquent peuvent être tirés au sort et puis voilà. On choisissait sa zone.
Donc, j'étais, je pense que j'imaginais folle de rage, forcément, parce que j'avais travaillé le concours pendant 2 ans, donc j'étais pas contente du tout. Mais j'ai eu quand même un petit revers à ce niveau-là, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant cliquer, parce qu'on va pas, au bout d'un moment, on est obligé de se plier aux règles qu'on nous impose. J'ai cliqué, j'ai fait un clic sur la zone de Paris, et puis j'ai eu la chance d'être tirée au sort, parce que j'étais dans le tirage. Donc, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir l'étude, créer l'étude et m'installer. Si c'était la seule solution pour ouvrir ce qu'on appelle une nouvelle étude. Si je n'avais pas pu faire comme ça, j'aurais dû m'associer dans une étude déjà existante. Et dans ce cas-là, quand on veut s'associer dans une étude déjà existante, il faut racheter des parts et donc une clientèle. Donc la différence, vous l'aurez compris, entre une étude qui est déjà installée et une étude qui est créée, c'est que quand on l'a créée, certes, on pose notre plaque où on a envie dans Paris, mais on n'a pas de clientèle. C'est quand même Et assez important. en même temps, on n'a du coup non plus pas de clientèle à racheter. Donc, il n'y a pas de client, c'est le pendant. C'est-à-dire que quand on rachète, c'est ça, c'est quand on rachète, je vais vous prendre un exemple concret. Si par exemple je m'étais associée dans l'étude dans laquelle j'étais notaire salarié, moi j'avais que des dossiers, j'étais notaire du groupe La Poste. On se doute bien que le groupe La Poste fait tourner une étude. Donc, en fait, certes, on paye un certain prix pour les parts, mais l'étude tourne déjà. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être rentable parce que c'est déjà rentable et que c'est déjà l'étude, elle tourne. Elle tourne, elle est habituée à tourner, il n'y a aucun débat. Le pendant, c'est que quand on est en office créé, on pose sa plaque comme un avocat pour le coup. On choisit l'endroit. J'ai pu choisir l'endroit. Moi, j'ai décidé de m'installer dans le 8e. Choix personnel, parce que pour ma clientèle que je vise, pour plein de choses, j'ai trouvé ça mieux. Mais le pendant, c'est qu'on n'a pas de clientèle. Donc, l'étude ne tourne pas au départ. Oui. Et donc, au départ, vous avez démarré toute seule dans cette étude? Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, il fallait tout mettre en place. Donc, les débuts étaient compliqués. On n'a pas forcément l'habitude des études créées. Il y a énormément de registres obligatoires à tenir. Il y a beaucoup de logiciels, puisqu'on travaille quand même sur un logiciel en particulier qui s'appelle Genapi, qui est notre outil de travail totalement indispensable. On ne peut clairement pas faire sans. Donc, il a fallu procéder à toutes les installations. Donc, au départ, on va dire que c'était pas de tourpeau, mais bon, une fois que la mise en route est faite, ça se passe très très bien. Et ça permet de faire une étude à son image, et je pense que c'est quand même en ces temps-là très important. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un luxe. Et aujourd'hui, comment s'organise votre étude? Comment est-elle structurée? Eh bien, aujourd'hui, mon étude est structurée de. Alors, moi, j'ai privilégié parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en étude, on a les collaborateurs, mais on a aussi des postes de comptable et de formaliste. Le formaliste, c'est un poste qui est très important au sein d'une étude. C'est en fait, une fois qu'on signe nos actes, il y a des formalités pour publier ces actes. C'est très, très important. Et ça, c'est vraiment un poste à part entière. C'est un gros poste dans une étude. Et pareil, le poste de comptable et le poste de taxateur, c'est pour taxer les actes. Donc, ce sont 2 postes qui sont très importants. Ce sont 2 postes que moi, j'ai privilégiés dès le départ parce que j'estime que chacun son métier et que je ne voulais pas me réimproviser ni comptable ni formaliste. Donc, pour moi, c'était ma priorité. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà géré ces postes-là. J'ai ensuite tout géré moi-même pour le démarrage, pour faire rentrer des dossiers, pour me débrouiller pour que ça tourne un minimum. En tout cas, au niveau des dossiers, j'ai un peu de tout en fait. En réalité, j'ai des dossiers de droit immobilier et j'ai des dossiers de droit de la famille. Donc, pour le coup, il y a toujours une grande majorité de dossiers d'immobilier, mais le droit de la famille n'est pas loin derrière.
Franchement, il y a un vrai regain. Donc j'ai un petit peu des deux. Et puis là, j'ai deux notaires stagiaires qui arrivent fin mai. D'accord. Et ça, Marie, pardon, demande si le comptable est embauché ou si vous faites appel à une société extérieure. Ah non, non, embauché, Ouais, c'est tout à ça. fait. Ouais. Ouais. C'est Euh, un choix, hein. C'est un choix. on peut externaliser aussi. On peut externaliser, il faut distinguer parce qu'on a la comptabilité qu'on appelle de l'étude, qui est la comptabilité de l'étude un petit peu classique comme dans n'importe quelle autre profession. Donc là, oui, on peut l'externaliser. Et Mm. en revanche, on a la comptabilité client. C'est-à-dire qu'il faut savoir que à chaque acte, à chaque dossier, par exemple, un dossier de vente, on a des virements à faire pour payer le prix, payer le géomètre qui est intervenu dans le dossier. On doit taxer les actes, savoir ce qu'on doit régler au trésor public sur ces actes. On a pas mal de choses, on a pas mal de comptabilité client. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas externaliser. Mm. Et c'est quelque chose qui doit être un minimum maîtrisé par les notaires associés. En tout cas, aujourd'hui, ce sont les instructions assez strictes qu'on a de la Chambre des notaires, parce que c'est justement un point qui a été trop délégué aux comptables, et du coup, on se retrouve avec trop de bêtises dans les comptabilités clients. Mm. Et Selma demande si vous pouvez déménager après vous être installé, Oui, puisqu'il y a donc tout à fait. une On peut installation. demander un transfert. Oui, Ouais. oui, tout à fait. On peut demander un transfert. Alors après, c'est vrai que faut pas oublier que, encore une fois, on est dans un métier où on dépend de l'État. On dépend de la chancellerie. Mm. Donc, tout est possible. On peut demander un transfert, mais ce sont des délais qu'on ne maîtrise pas. On n'a aucune visibilité. Ce ne sont pas des gens qu'on peut appeler par téléphone. Donc, disons que si on peut choisir notre lieu d'installation du premier coup et pas se tromper et pas en changer, on Facile. s'en portera beaucoup mieux. Mm. Ouais, parce qu'on a, c'est pas, on peut, mais ça prend beaucoup de temps et ça ne dépend que d'eux, donc c'est pas très agréable. D'accord. Alors, sinon, quelques autres questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, l'occasion pour moi de vous rappeler que le webinaire, il sera revisionnable pour ceux qui seraient arrivés un petit peu en cours de route. Quelles sont les matières à choisir en L3? On a vu qu'il n'y avait pas forcément de matière à choisir, plutôt privatiste. Non. Bon, voilà, c'est plutôt logique. Mais ensuite, tous les chemins mènent au M2 droit notarial. Ce qui est important, c'est faire le M2 droit notarial. Euh, Ensuite, il y a Mona qui demande quel est le parcours atypique dont vous parliez quand on n'a pas forcément les bonnes notes, etc. Mais là aussi, ça va dépendre des directeurs de Master 2. Donc, c'est un peu Le compliqué de parcours répondre. atypique, par exemple, à SAS, Michel Grimaldi, qui est le directeur de Master 2, il adore les gens qui ont raté médecine. On ne sait pas pourquoi, mais il adore les gens qui ont raté médecine. Faites médecine pour devenir notaire. Donc, Voilà. je Non, mais pense c'est pas. vrai, c'est une Ouais. réalité. Moi, ça me rendait folle, mais c'est vrai. Il adore les gens qui ont raté médecine et qu'on fait un peu des reconversions derrière, ou alors qu'on fait une année de pharma, tous les trucs un peu atypiques, il aime bien. Ou à Cela Dauphine, dit, par exemple, aussi. ouais. Cela dit, il y a probablement un peu de sens derrière, parce que dans le fond, il y a des affinités qui peuvent se ressembler entre le médecin et le notaire. Dans le fond, le notaire, c'est un peu le Tout à médecin fait. de famille pour les affaires de Tout à famille, fait. quoi. Mm. Donc, il doit y Oui, non, avoir. mais tout à fait. Donc, il doit. Mais il aime bien tout ce qui est un peu. Voilà, tout ce qui est un peu. Tout ce qui n'est pas parcours classique. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Il peut adorer votre CV parce qu'il y a un truc qui. Voilà. Mais ça dépend vraiment de la sensibilité de Ouais. chacun. Et dans ce que j'entends, pour répondre à Mona, j'ai l'impression que si on peut faire la preuve par son parcours personnel d'une empathie, c'est Ouais, sans doute tout quelque à chose fait. qui peut être intéressant. Euh, alors, je crois que ancienne de sport, Lisa qui se demande, ancienne sportive de haut niveau, est-ce que c'est atypique? Bah ouais, Carrément. carrément.
Je ne suis Ah pas oui, ancienne sportive de haut niveau, j'aurais bien aimé. ça montre, Non, ça non, mais montre oui, oui, qu'on a mais il faut. De toute du façon, caractère. quand on fait un CV, il faut tout mettre, hein. Tout est Ouais. important, et y compris et surtout même parfois ce qu'on fait à côté. Il n'y a pas que Mhm. tout compte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Ismaël qui revient pour la journée type. Ah oui, la Il a journée bien type. raison. Il a bien raison. Est-ce que vous vous déplacez? Euh, Est-ce que vous allez chez le client? alors, moi, alors, il faut prendre en compte, il faut prendre en compte la situation un petit peu particulière Covid en ce moment. Oui. Voilà. Mais on est très bien équipé. On a ce qu'on appelle un système de visioconférence qui nous permet de signer pardon, des actes à distance. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une vente, donc moi je représente les vendeurs, mon confrère représente les acquéreurs, mes clients viennent dans mon étude, les clients de mon confrère se rendent au sein de son étude, et finalement, dans mon acte vont redescendre les signatures des clients de mon confrère. Pour l'instant, on essaye de faire un petit peu comme ça pour essayer de diviser un grand rendez-vous en deux. Et on se voit en visio. On se voit tous en visio. Mais voilà, on essaye de diviser les rendez-vous pour éviter trop de monde parce que parfois, ça fait beaucoup de monde à table. Parce que, par exemple, un rendez-vous un petit peu classique de promesse de vente ou de vente, on a en général deux personnes qui vendent. En général, c'est un couple. On a souvent deux personnes qui achètent ensemble. On a un confrère, plus nous, plus une agence. Donc, ça fait facilement, très facilement, 7 personnes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye, dans la mesure du possible, de diviser les rendez-vous en deux pour que ça fasse 3 et 3. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment dû à la crise sanitaire. Mais sinon, tout à fait, c'est un métier qui est très vivant. Donc, une journée type, c'est je relis mes actes, je les prépare. Et puis, je reçois mes rendez-vous. J'ai toujours un moment dans la journée, voire plusieurs même, où je réponds à mes mails. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'être très réactif. Ouais. Et ça, il faut vraiment y consacrer pas mal de temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent vraiment le réflexe de communiquer par mail. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça nous évite tous les appels et au moins on va directement à l'essentiel, ça nous fait perdre moins de temps. Et puis franchement, quand on est assez réactif et qu'on répond aux mails, on évite les 3 appels derrière et puis les 20 minutes au téléphone pour une question simple à laquelle on peut répondre en 2 minutes. Donc moi, je trouve pas ça trop gênant. Donc j'ai toujours plusieurs moments dans la journée que je prends pour mes mails. Et Mhm. puis les journées varient en fonction des rendez-vous de signature ou pas. Donc quand on est en rendez-vous de signature, on est en rendez-vous de signature, donc soit à l'étude, soit chez le confrère, en fonction de la personne qui doit recevoir l'acte. Donc c'est un métier qui est très vivant, parce que ça nous fait voir plein de monde, ça nous fait rencontrer plein de gens. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Tout le monde vend, tout le monde achète. On est vraiment dans un métier où on rencontre tout type de personnes. Et puis à côté de ça, quand on n'est pas en rendez-vous de signature, on prépare. On Et prépare vous nos êtes amené actes. à vous déplacer en province ou pas? Oui, tout à fait. Oui, oui. En fait, ça dépend de ce. En fait, on est en général à se déplacer en province quand le bien n'est pas à Paris. Mais en effet, j'ai pas mal de dossiers qui sont pas forcément dans Paris. On est compétent sur toute la France, hein. Donc, quand on achète un bien immobilier, quand on achète une maison en France, on peut totalement avoir un notaire à Paris, ce qui est d'ailleurs assez commun. Et donc, quand on a un rendez-vous en province, on y va. Mhm. En ce moment, c'est en visio parce qu'on a du mal à se déplacer. Mais sinon, on y va. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Moi, j'adore aller en province, c'est génial. On met toujours ça le vendredi, on fait un super week-end et puis on revient. Ouais. Donc, ça nous fait voir du pays, c'est très bien. Et Philippine vous demande si vous rencontrez beaucoup de généalogistes. Oui, ça nous arrive, tout à fait. Oui, oui, on peut avoir besoin de généalogistes. On en a pas mal. On en a un qui est top, qui est un peu le monopole, qui est Couteau Rorig, qui est Guillaume Rorig, qui est top, qui a une super boîte.
qui travaille beaucoup. Et on peut être amené à faire appel à lui surtout dans les dossiers de succession. Oui, on imagine. Majoritairement, c'est ça. C'est quand on ne sait pas qui sont les héritiers, ou on n'est pas très sûr, ou on se dit peut-être qu'il y a un héritier qui a été oublié et qu'il y a quelques recherches à faire. D'accord. Marie vous demande si on travaille beaucoup en tant que notaire. J'imagine que ça va dépendre de chacun. Oui, ça dépend de chacun, mais en général, je trouve que c'est souvent un métier qui se fait avec le temps, en tout cas par passion, et je connais très peu de notaires qui, très honnêtement, qui n'aiment vraiment pas leur métier. Euh, euh, En général, c'est un métier qui se fait vraiment avec passion, et quand on fait un métier qu'on aime, je pense que finalement, on compte pas trop. Parfois, on se rend même plus compte qu'on est en train de travailler. En fait, après, le tout, c'est d'avoir un équilibre et de respecter cet équilibre. Mais je pense que c'est vraiment comme dans tout métier. Euh, Est-ce qu'un notaire qui achète une maison peut signer lui-même les actes ou est-ce qu'il doit passer par un autre notaire? Non. Alors, on n'a pas le droit de signer nos propres actes. Ce serait catastrophique. Et d'ailleurs, on a une interdiction jusqu'au 6e degré pour toute la famille. Donc, je ne pourrais pas, par exemple, signer l'acte d'acquisition de mes parents ou de mes cousines. Même cousine, ouais, même Ah sixième degré, ça oui, va jusqu'à issue de Germain. Hein. ouais, non, non, c'est très réglementé. Après, pour autant, en pratique, en général, quand on est notaire, on a des deals un petit peu internes avec d'autres amis notaires, et puis on gère les choses un peu comme ça, et puis on trouve un signataire facilement. Euh, Alors, on parlait de votre journée type et puis de la quantité de travail. Du coup, Lisa s'inquiète de savoir Ah si non, faut pas. on a le temps d'avoir une vie de famille, des amis, ou est-ce qu'il faut travailler tous les week-ends? Comment ça se passe? Non, 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 je vous rassure, le tout est de trouver son équilibre, et il faut un bon équilibre, c'est très très important, et je suis la première à avoir besoin d'un équilibre et à avoir besoin de rentrer chez moi. Et si vous voyez quelque chose qui se balade derrière, c'est mon chien. Donc ça montre bien que on a un petit peu de temps pour soi, et pour les autres. Ne vous inquiétez pas, c'est comme dans tout métier. Il faut bosser. Moi, je vous dirais pas qu'il faut pas bosser parce que c'est pas vrai. Mais il faut bosser comme dans tout métier efficacement. Et quand on est bien formé, ben, en fait, on est efficace. Et, Hmm. euh, et puis, on n'est pas obligé de finir à 22 heures. Parce que quand on est efficace, ben, on fait des journées de travail qui sont cohérentes. Et puis, on se fixe aussi des limites. Et puis, on arrive à trier ce qui est important, ce qui doit être fait aujourd'hui, et puis ce qui peut être fait le lendemain. Et quand on a cette cohérence, eh ben, on peut avoir, comme dans tout métier, des journées normales, et on rentre chez soi et on a sa vie de famille. Et pour moi, c'est ma vie perso est très importante. Donc, pour moi, l'équilibre est très important. Donc oui, oui, vie perso. Bon. Et du coup, Ismaël se demande, tout ce travail, c'est pour un salaire d'embauche d'environ combien? Alors, la question, c'est en tant que notaire stagiaire ou notaire Ou assistant? pour l'embauche, j'imagine qu'Ismaël parlait du salaire du notaire stagiaire, effectivement, et puis ensuite. Alors, notaire stagiaire, j'aurais du mal à vous donner exactement. Je vais vous donner une fourchette parce Hmm. que je ne m'en rappelle plus. Je sais que ça augmente par semestrialité de mémoire. Avant d'être diplômée de la première semestrialité, ça doit être. Je ne parle qu'en net, hein, par contre, qu'on soit clair. Je ne parle pas en brut parce que ce sont des montants que je ne connais pas en brut. J'ai jamais raisonné en brut. Moi, ce qui m'importait, c'était ce que je touchais à la fin du mois. Donc, je raisonnais pas en brut. Donc, je dirais environ 1005 ou 1006 avant la première semestrialité.
Et voilà, après, ça varie. Je crois qu'on prend 200 euros à la deuxième. Donc, on doit être à 1008 à la deuxième semestralité. On reste à 1008 la deuxième année où on est augmenté à 2000 euros parfois parce que beaucoup d'études le font, objectivement. Et quand on passe notaire assistant, qu'on a soutenu le rapport de stage, on est automatiquement augmenté à 2400 euros net D'accord. entre Et ensuite, 2004 et 2005. et Et puis ensuite après, selon c'est en les fonction uns les de autres. la qualité de travail de chacun. Ouais. Il n'y a aucune règle. Donc mais en tout cas, alors il n'y a aucune règle, mais euh, c'est la convention collective qui l'impose. Donc c'est un salaire plancher. D'accord. Oui, c'est ça. Ce C'est un dont on salaire plancher. parlait. Ça veut dire qu'on ne peut pas être payé moins qu'eux. Donc, Hmm. moi, je trouve ça quand même pas mal. Parce Hmm. que ça nous assure. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune discussion à avoir pour ce montant-là. C'est obligatoire. Hmm. Donc, si on D'accord. n'a pas envie de discuter du tout, on sera payé ça à la fin du mois. Si on a envie de discuter et de négocier, ben, on peut, on peut. Mais Ouais. Aller bien plus loin. sûr, il faut. Mais c'est le minimum syndical. Et Après, Philippines, c'est difficile je précise quand même que la négociation est difficile tant qu'on n'a pas soutenu, parce qu'il ne faut pas oublier que on garde le statut de notaire stagiaire. Donc, certes, on est payé, mais on est en formation, il ne faut pas l'oublier. On est en train de se former. Hmm. À ce moment-là, objectivement, on ne sait rien faire, on ne sait même pas utiliser le logiciel. Il faut bien en avoir conscience. Ouais. Hmm. Et Philippine se demande combien de temps à l'avance il faut envoyer son CV pour un stage. Alors Par exemple, pour personnellement, votre étude, vous... moi personnellement, j'aime bien qu'on m'envoie des CV en avance parce que j'aime bien prévoir et m'organiser. Après, il n'y a aucune règle parce que il y a des études qui, vous allez envoyer le CV 6 mois avant, ils vont pas le regarder. Par contre, vous allez le renvoyer et il y a quelqu'un qui a posé sa démission et là, ils vont avoir besoin et puis ils vont vous appeler. Donc, il n'y a aucune règle. Ça va vraiment dépendre de la personne à qui vous l'adressez. On peut vous recruter sous une semaine comme sous 2, 3 mois. Moi, personnellement, vous voyez, j'ai mes notaires stagiaires là qui arrivent fin mai. Ça fait 3 semaines que je me suis mis d'accord avec eux. Hmm. Parce que j'aime bien savoir qui arrive, faire ma sélection et que j'aime bien prévoir. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Éventuellement, est-ce que ça peut valoir la peine de lui poser la question étude par étude, à quelle période il est pertinent d'envoyer le Oui, tout CV? à fait. Il est possible de demander ou il est possible, ou alors vous vous adressez. Et il ne faut pas hésiter, quand vous n'avez pas de réponse, ben, vous réadressez. Hmm. Et puis Ouais. parfois, on réadresse le CV un mois après, et puis là, bah, ça intéresse, et puis on est pris, puis chacun sa chance aussi. Hmm. Hmm. Alors, de nouveau, des questions plus sur le quotidien du métier. Est-ce qu'on peut exercer dans un autre pays, demande Marie. Non. Non, non, non. Que la France, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Déjà, on n'a pas le statut d'officier public ministériel ailleurs. Je vous prends l'exemple des États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'équivalence, hein. En termes d'études, évidemment, il y a toujours une équivalence. Mais par exemple, aux États-Unis, quand on arrive chez des juristes, tout est assez mélangé. On ne sait pas qui est l'avocat, qui est le notaire, qui est le machin. Enfin, il y a pas, c'est pas aussi, ce sont pas du tout les mêmes métiers qu'en France. Hmm. D'accord. Donc non, on peut pas exercer, on peut pas changer de pays comme ça. Après, il y a certains pays où voilà, on connaît le métier de notaire. Il y a toujours une équivalence en termes d'études, mais on peut pas arriver à New York et se dire je suis notaire. Hmm. Il faudra trouver une équivalence. D'accord. Et Marie, toujours qui demande quels sont les avantages et les inconvénients du métier. On commence à Hmm, avoir une idée, mais bon, les avantages, c'est que c'est un métier où on apprend tous les jours.
Mm. Et je pense que ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Parce que du coup, c'est un métier où, c'est-à-dire que les dossiers sont tout le temps différents. On ne peut pas avoir deux fois le même dossier. On peut avoir des dossiers qui se ressemblent, mais on ne peut pas avoir deux fois le même dossier. Donc, on peut avoir n'importe quel problème juridique en ouvrant un dossier un matin. Et donc, même quand on est notaire associé, bah, on se forme tous les jours, clairement. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, je trouve que c'est l'avantage majeur de ce métier et aussi l'aspect humain parce qu'on rencontre quand même pas mal de monde Mm. et on se rend compte de l'importance qu'on a au regard des autres, parce que c'est un métier c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est très important, qui est au cœur de beaucoup On est très important pour les Français, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment la vision du notaire et puis, et quelque part, ils ne peuvent pas faire sans nous. Donc, on a ce rôle et c'est un rôle qui est très agréable. Quand on le prend bien, c'est un rôle qui est très agréable. Inconvénient, alors, l'inconvénient, moi personnellement, aujourd'hui, j'en vois pas. J'en vois aucun. Euh, Par contre, quand je n'étais pas associée, parce que là, j'ai la chance de pouvoir fonder mon étude, d'avoir fondé mon étude. Moi, ce qui était important pour moi, c'est de vraiment faire quelque chose et d'avoir une étude qui me reflète. Euh, mais les inconvénients que je voyais, c'était l'aspect notariat un petit peu traditionnel, que j'aime pas du tout. Et quand je dis notariat traditionnel, c'est vraiment, voilà, c'est les études parisiennes qui dorment un peu debout, qui négligent leur dossier, qui sensibilisent pas forcément leurs collaborateurs à toute la fibre un peu commerciale. Il ne faut pas oublier que initialement en France, le métier de notaire est un métier qui s'exerçait de père en fils. Donc, Ça, c'est en train de changer. ah oui, oui, ça n'existe. Enfin, je peux pas dire que ça n'existe plus parce que là, enfin, c'est en pratique si un notaire a son fils, voilà, il va le remettre à la tête, hein, clairement. Mais ça se voit beaucoup moins qu'avant. Il y a une ouverture à tous les niveaux et, euh, et, 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 et c'est ça pour moi l'inconvénient, c'est la mentalité du notariat tradit qu'on essaye, nous, jeunes notaires, de combattre un peu chaque jour pour évincer à la fois l'image, mais aussi en interne, parce que bien souvent, alors certes, il y a l'image que les clients peuvent avoir, mais il y a aussi le côté interne. Le côté interne, c'est la façon dont les collaborateurs sont traités, par exemple. C'est la reconnaissance du travail que l'on fait. C'est bon, après, c'est le cas dans tous les métiers. Hein. Vous allez voir un gros cabinet d'avocats. Je suis pas sûre que, voilà, hein, je suis pas sûre que ce soit mieux. Mais en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'était l'inconvénient que je voyais le plus en pratique parce que ça m'a jamais dérangé de travailler. Par contre, je refusais de travailler quand mon travail n'était pas reconnu. Moi, ça me posait problème en tout cas. Mm. Et alors, deux questions peut-être qu'on peut traiter ensemble. Comment fait-on pour se spécialiser? Est-ce qu'on se spécialise? Et certains notaires exercent des missions de négociateur immobilier. Est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Dans le fond, c'est à peu près la même question. Est-ce que les notaires sont tout le temps généralistes? J'ai l'impression que c'est le cas dans votre étude. Vous êtes plutôt généraliste. Ou est-ce qu'on Alors, se oui, ouais, tout à spécialise? fait. Alors, on peut se spécialiser. Beaucoup sont spécialisés, soit en droit de l'immobilier, soit en droit de la famille. Le droit des sociétés se greffe un peu partout parce qu'on en a besoin dans les deux cas. Mais en général, c'est vrai qu'on a des notaires qui sont spécialisés soit en droit de l'immobilier, soit en droit de la famille. Moi, en pratique, en théorie, quand je dis en théorie, c'était à l'école, toute l'école du notariat, etc. J'étais spécialisée en droit de la famille. J'étais chargée de TD après en droit de la famille, donc j'avais une bonne formation famille. Et c'était ce que je préférais. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser en pratique et que j'ai commencé par l'immobilier, parce que je détestais ça. Et j'ai pas du tout regretté, parce que du coup, en pratique, c'est pas du tout la même chose qu'en théorie.
Et du coup, je voulais absolument me spécialiser en immobilier parce que je me disais, de toute façon, le jour où je reprendrai le droit de la famille, ce sera quelque chose de simple pour moi parce que j'ai plus d'avance. Donc moi, oui, je préfère être généraliste parce que je trouve qu'on fait un métier où je trouve ça très compliqué d'avoir le statut d'officier public ministériel et de traiter un dossier de donation ou traiter un dossier de succession et puis de ne pas savoir répondre à une question d'un client qui nous parle d'immobilier. Parce que en pratique, un client qui vient nous voir, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains donc, qui s'adressent à nous, ils se marient, ils ont des enfants, ils achètent un appartement, et puis après, ils disent, on va peut-être transmettre cet appartement à nos enfants. En fait, ce sont des gens qu'on va suivre toute leur vie. Puis ils vont vendre, ils vont racheter plus grand. Donc, c'est très compliqué de leur dire, bah, attendez, je suis notaire, hein, mais par contre, je réponds qu'à certaines de vos questions, je ne réponds pas à tout. Moi, j'ai Ouais. toujours trouvé ça très complexe à faire. Donc, moi, ça ne m'allait pas du tout. Alors après, ça ne veut pas dire qu'en pratique, on ne peut pas gérer, voilà, on peut, moi, mon but à l'étude, à terme, ce sera de faire des pôles. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je vais faire que de l'immobilier ou que du droit de la famille. Mais forcément, quand on structure une étude, on doit avoir des pôles pour que ce soit plus clair pour tout le monde et parce que quand on commence en tout cas à se former, il faut choisir. Au départ, il faut choisir une spécialisation parce qu'on n'est pas surhumain et qu'on ne peut pas se former sur tout dès le départ en pratique. D'accord. Merci pour cette réponse. Et pour le service négo, juste tant qu'à Oui. faire, le service négo, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et personnellement, je suis totalement contre, même si beaucoup d'études le font. Je Ah suis oui. totalement contre. C'est quelque chose qui est alors, deux raisons pour lesquelles je suis contre. La Oui. première, c'est que ce n'est pas notre métier. On n'est pas agent immobilier. Donc, on est en train de piquer, entre guillemets, des dossiers à des agences, alors que ce sont les agences qui nous alimentent en dossier. Donc, il y a quelque chose de très incohérent là-dessus. Et les agences, d'ailleurs, apprécient pas du tout, du tout. Et en plus, je trouve qu'on n'a pas du tout de recul sur la situation parce que aujourd'hui, on nous autorise à le faire. Demain, quand il y aura un contentieux ou dans 5 ans, on va nous dire, ah, mais attendez, vous étiez notaire, vous avez réglé la succession, vous avez mis en vente, vous avez touché une commission d'agence parce que vous avez mis en vente l'appartement et que vous avez en plus géré la vente. Donc, je ne suis pas certaine que... voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de contentieux, on n'a pas de recul. Dans 5 ans, on en reparlera. Ouais. D'accord. Voilà qui a le mérite d'être clair. On a encore une question de Marie qui demande si c'est un métier qui est fatigant avec beaucoup de charges. J'ai l'impression que vous avez un peu répondu déjà à la question. Ça va dépendre là, encore une fois de chacun. Le tout est de trouver l'équilibre. Tout à fait. Hein. Euh, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Dans le fond, on a, avec toutes les questions que vous avez posées, ça c'était bien, ça a permis d'alimenter beaucoup le débat. On a abordé à peu près toutes les questions auxquelles j'avais pensé, Alexandra. Il y a peut-être une question que j'aimerais vous poser avant de vous libérer, parce qu'on parle de charge de travail dans le cadre de votre métier. Je ne voudrais pas qu'on soit une cause de charge supplémentaire et que ce soit excessif. Non, pas du tout. Alors, Ismaël qui demande quels sont les objectifs à l'avenir. Je vais faire le lien avec la question d'Ismaël parce que je pensais aussi à une question qui porte sur l'avenir. Est-ce que vous voyez un métier en évolution avec le développement des nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, Tout à fait. et par rapport justement à peut-être cette perspective d'évolution, est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour votre étude? Alors, en termes de nouvelles technologies, ce qu'on a eu de révolutionnaire, en tout cas nous dans notre métier, ça a été ce qu'on appelle l'acte électronique. Avant, quand on allait chez le notaire, on devait
mettre nos initiales en bas de chaque page et signer toutes les annexes. Donc, ça Ah oui. faisait à peu près 500 signatures, hein, parce qu'il y a 500 pages Ouais. entre l'acte et les annexes. Donc, ça faisait 500 fois mettre ses initiales. Ce qui est très long et ce qui prend beaucoup de temps parce que tous les clients doivent signer. Enfin, bref, ça prenait, je sais pas, peut-être une demi-heure à faire signer l'acte et ses Mm. annexes. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire une signature sur une tablette électronique. Mm. Donc, ça demande peut-être un peu plus de préparation parce qu'il faut préparer l'acte électronique et ses annexes en amont. Mais par contre, pendant le rendez-vous, c'est très agréable parce que du coup, le client ne fait qu'une seule signature pour Ouais. l'acte et les annexes sur une tablette électronique. Donc, c'est quand même assez révolutionnaire. Et c'est assez récent Euh, d'ailleurs, hein. ah oui, c'est assez récent. Et puis, il n'arrête pas d'améliorer parce qu'avant, c'était une signature pour l'acte, une signature pour les annexes. Maintenant, on a considéré que les annexes étaient un tout indivisible de l'acte. Donc, on a réussi à faire passer une signature pour l'acte et les annexes. Donc, non, non, c'est vraiment... on évolue beaucoup et c'est un gain de temps incroyable. Pareil pour moi, je suis toujours très impressionnée. À chaque fois que je suis en rendez-vous, je le dis. C'est-à-dire que quand je fais un acte à distance, quand je vous disais tout à l'heure, vous vous rendez compte, le truc, c'est-à-dire que j'ai mon acte, quand même, c'est mon acte qui est sur mon ordinateur, dans mon étude, et j'ai le confrère en visio, et les signatures de ses clients qui sont chez lui redescendent dans mon acte. Enfin, moi, ça me paraît Ouais. à chaque fois, ça Génial, sera pas hein. dingue. Mm. Et parfois, on a un confrère à l'autre bout de la France. Enfin, c'est Ouais. génial. Ouais. C'est Quel gain de vraiment, temps. c'est un gain de temps, c'est hyper pratique, quoi. Ouais. Et alors bon, là c'est encore plus pratique parce que en période Covid, mais franchement c'est une super démarche parce que parfois on peut être coincé, pas pouvoir se déplacer, pas pouvoir faire le tour de France pour venir signer. Mm. Ça facilite pas mal de choses. Et on a mis en place aussi un système de procuration authentique, Mm. donc que les gens peuvent signer en téléchargeant une application sur leur ordinateur. Donc, Mm. ils sont seuls dans une pièce. Et puis, ils renvoient leur pièce d'identité avec nous en webcam. Et puis, ils signent. Et puis, on a le pouvoir pour signer à leur place. Donc, Ouais. on a des outils aujourd'hui en termes de nouvelles technologies qui sont vraiment superbes. Et qui offrent un gain de temps et qui permettent Ah oui, bah, justement clairement. de développer une clientèle quand on veut monter une étude. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un vrai gain de temps. Et pareil, la visio, c'est top. La visio, ça nous permet d'être, en fait, ça nous permet de voir le confrère. Et puis, c'est comme si on était autour de la table. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est bien. Ce sont Et de très alors, bons outils. vos perspectives, développer votre étude, qui est plusieurs pôles. Tout à fait. Tout Gabriel à demande fait. si vous envisagez un autre métier, éventuellement même un jour. Non, c'est Non, pas autre Gabriel, métier, c'est Lisa, pardon. non, autre métier, je pense pas. J'ai pas mal je fais pas mal de trucs à côté, mais je changerai pas de métier. Euh, Sauf si un jour je pars vivre au Brésil, mais ce sera pas pour être notaire. Je pense pas changer de métier, en tout cas, faut jamais dire jamais, parce que j'adore mon métier. Et en termes d'évolution de l'étude, vous pourrez aller voir de toute façon le site. J'essaye de faire quelque chose de très. Vous comparez par exemple à n'importe quelle autre étude et vous verrez que les notaires mettent pas trop en place de logos, de trucs un peu sympas, de trucs un peu modernes. Voilà, ce que Ouais, j'essaye de moi mettre en place. on voit bien votre Euh, propos là sur le partage d'écran qui est qui est très, très girly hein, qui est en très plus, girly, mais mais oui, mais qui est très frais. C'est-à-dire que effectivement, c'est assez disruptif, je trouve. On n'imagine pas l'étude notariale avec ses couleurs et non, il y a mais tout à quelque fait, chose c'est de le but. rassurant, en fait, Ouais, non, mais pris en le main but, c'est par. que ce soit plus chaleureux et plus humain Ouais, et de donner exactement. un autre, voilà, de donner en tout cas ma vision et la façon dont je vois les choses. Et après, en termes d'évolution, en fait, moi, mon plan, enfin, ce que j'avais en tout cas en tête en démarrant, c'était de me dire que je devais d'abord commencer par stabiliser une clientèle qu'on appelle une clientèle de particuliers pour faire un fonds de roulement à l'étude, parce qu'il ne faut pas oublier que on devient, quand on est associé, chef d'entreprise. Donc, encore une fois, fibre commerciale très importante.
Et en plus, on n'est pas formé pour. Donc, il faut apprendre un peu sur le tas. Donc, le but, c'est vraiment de stabiliser la clientèle des particuliers. Alors, quand je dis les particuliers, c'est vraiment le client classique. Le client classique qui va se marier, qui va acheter son appart, qui va le revendre. C'est une clientèle qui est extrêmement importante. Extrêmement importante parce que c'est vraiment tout le fond de roulement d'une étude. C'est hyper important. Et c'est ce que les études ont tendance à négliger, les études existantes. Et une fois ce pôle, on va dire, un peu stabilisé, je souhaite, moi, développer l'immobilier un peu plus, ce qu'on appelle un peu plus institutionnel, parce que j'étais, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais notaire du groupe La Poste, donc j'aime beaucoup, j'aime bien les grosses opérations, j'aime bien le côté promotion, j'aime bien les ventes d'immeubles, j'aime bien les ventes de murs d'hôtel, j'aime bien les trucs un peu sympas. C'est toujours hyper agréable d'avoir des dossiers avec des montants hyper exorbitant, c'est toujours hyper sympa. Et puis en plus, il y a des foncières qui ont des projets aujourd'hui qui sont vraiment top. Et ce sont des projets qui sont agréables à suivre. Donc le but, c'est de bien stabiliser, parce que je veux pour le coup pas sauter d'étape, parce qu'il ne faut pas aller chercher les gros clients avant d'avoir stabilisé le fonds de roulement. Ça, je pense que c'est très important, parce qu'un gros client, il faut bien avoir en tête qu'un jour, on le perd, forcément. Parce que, forcément, pas parce qu'on est mauvais, parce que forcément, un gros client peut être amené à partir et il ne faut pas dépendre que d'une seule personne. En tout cas, pas professionnellement, c'est clair. Et voilà. Et puis, du coup, moi, c'est un peu mon plan. Et le but, ce serait peut-être aussi de faire des pôles immobiliers et famille, mais je veux pas. Ça, j'y ai pas mal réfléchi parce que j'ai quand même 2 collaborateurs qui arrivent. Je veux pas pour autant, même s'il y a des pôles, je ne veux pas interdire, par exemple, comme le font certaines études, quelqu'un qui fait des dossiers d'immobilier, si un jour il a envie de prendre une donation, il prend une donation. Je veux pas que ce soit une interdiction. Voilà, non, non, voilà. Donc, le but, c'est de faire des pôles, mais pas trop strict, quoi. Oui, d'accord. Mm. Et Marie demande si vous êtes soumis à une hiérarchie, parce que c'est une profession qui n'est pas complètement indépendante comme les avocats, puisque vous êtes officier ministériel, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie? Il y a, c'est pas vraiment une hiérarchie, mais on est très dépendant quand même de la Chambre des notaires. On est inspecté. Nos études sont inspectées 3 fois par an. Ils tapent à la porte au hasard. On a une inspection qui est une inspection comptable. Donc, ils vérifient, ils vont prendre n'importe quel dossier et ils vont ressortir tous les mouvements comptables qui ont été effectués dans le cadre du dossier pour vérifier à quoi correspond cette ligne, etc. Donc, ça, c'est l'inspection comptable. On a l'inspection des registres obligatoires parce qu'en tant qu'officier public, on est tenu de tenir pas mal de registres Eh ben obligatoires. oui. Mm. Donc, il nous vérifie que les registres soient bien tenus, que l'affichage ait bien été fait. Et on a une inspection de nos actes. Mm. Voilà. Oui, d'accord. Mais c'est pas ce que j'appelle une hiérarchie. C'est juste, mais Ouais. ça reste du bon sens, hein. Ça me paraît, ça me paraît, voilà, quand on dit inspection, ça peut faire peur, mais bon, c'est le pendant. En officier public ministériel, vous vous rendez bien compte qu'on pourrait faire tout et n'importe quoi. Eh oui. Ils sont pas non plus, ils sont pas tatillons, hein. C'est juste que c'est normal d'inspecter. Quand on donne pouvoir à quelqu'un, c'est normal de vérifier que la personne ne fait pas n'importe quoi. Mm. C'est le but en tout cas des inspections. C'est pas pour voilà. Bien sûr. Pour être parfaitement complet, et puis on s'arrêtera là, même si je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Euh, Gabriel qui redemande si on a plus de chances d'intégrer un M2 droit notarial en faisant un M1 droit notarial. Franchement, je pense que ça n'a aucune importance. Non. Ouais. Je Voilà. pense que ça n'a aucune importance. Même si, voilà, ça peut dépendre. C'est sûr que, ça dépendra de la sensibilité un peu des directeurs de Master 2. Il est certain qu'en faisant un Master 1 droit notarial, moi, je raisonne, si j'étais directrice de Master 2, je me dis, ah bah, la personne savait ce qu'elle voulait faire. Quand on fait un Master 1 droit notarial, c'est qu'en général, on s'oriente vers un Master 2 droit notarial.
Mais après, franchement, ça- être en master 1 droit des affaires ne vous fermera jamais la porte. Ouais. Hmm. Mais écoutez, parfait. Alors, qu'en est-il du garde des Sceaux, demande Marie, mais a priori, le garde des Sceaux n'est pas votre ministre de tutelle. Non, Donc, hein, il n'y a pas il n'y a pas de lien. non, il n'y a pas de lien avec le garde des Sceaux. Voilà. Alexandra, tout le monde se joint à moi. Gabriel, en tout cas, se joint à moi pour vous remercier d'avoir Avec plaisir. pris le temps de répondre à toutes les questions qu'on vous a posées. C'était très intéressant. Je pense que on a beaucoup appris de ce métier et comment on y accède, quelles étaient les différentes étapes, et puis comment s'organisait la journée d'un notaire et quelles étaient les perspectives d'évolution. C'était l'objectif de ce soir et il a été rempli avec brio, avec fraîcheur, dynamisme. Merci énormément. Merci à tous d'avoir participé.